Donc, moi, je vais faire une mise au point pour l'état actuel des connaissances pour les patchs, les patchs actuellement utilisés. Je vais également parler de ce qu'on cite dans tous les articles. Qu'est-ce que c'est exactement le patch oversized et sans tension, les différentes formes de comment on peut faire le patch en cône ou en dôme. À la fin, je vais présenter les résultats du questionnaire national qui fait l'état des lieux de qui fait quoi en France. Donc la notion de fermeture avec patch, ça a toujours été le facteur de risque de multiples complications, de la récidive, de la mortalité, de la morbidité gastro-intestinale, occlusion sur bride. Enfin, toutes les complications ont été mises sur le compte du patch. Mais finalement, le patch, c'est qu'une approximation du grade de défect. Et le facteur le plus fort, c'est le grade de défect, c'est probablement pas le patch. Le problème avec les patchs, c'est qu'on ne peut pas lire la littérature, parce qu'il y a un océan de littérature avec des taux de récidive extrêmement variables, marqués entre 3,5, 5, 15, 50%. Comment on peut comprendre des articles comme ça? Le problème, quand on lit ces articles, beaucoup d'articles marquent simplement patch. Patch versus pas patch. Qu'est-ce qu'un patch? La technique chirurgicale n'est pas décrite exactement. Parfois même, le matériau n'est pas précisé. Là, ces derniers temps, ça va un peu mieux. On commence à préciser que c'est tel ou tel patch et avec des détails concernant le fil et la technique de pose. Mais parfois, il y a des articles où c'est marqué patch ou pas patch, sans autres détails. Et il y a une grande variabilité des techniques entre les différentes chirurgies, entre les différents centres, les différentes écoles. Donc on compare parfois les choses pas comparables, sans compter le fait que les grades de défect ne sont pas utilisés parce qu'un patch pour un grade B et un patch pour un grade D, ben, c'est certainement pas les mêmes patchs. Donc, le plan, donc on va parler des matériaux. Je vais faire l'accent sur le Gore-Tex, c'est quand même le gold standard et c'est important de bien connaître les propriétés du Gore-Tex. Je vais montrer où on en est de l'ingénierie tissulaire. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais c'est prometteur. Et on va parler de la forme de la prothèse et du questionnaire. Donc actuellement, il y a plus de 70 différents matériaux commercialisés. Et la plupart des prothèses actuelles sont bien sûr stables, ça veut dire qu'ils ne se dégradent pas dans le temps, ils ne vieillissent pas, ils ne sont pas toxiques, ils ne sont pas immunogéniques, et surtout ils sont inertes physiquement et chimiquement, ça veut dire qu'ils ne réagissent pas à des substances chimiques corrosives ou des enzymes, des choses comme ça. Mais aucun patch n'est pas biologiquement inerte. Ça veut dire que tout patch va induire une série complexe d'interactions avec le hôte qui va déterminer le processus d'inflammation. La première réaction, ce sera de rejeter le corps étranger, de l'expulser, de le digérer. Enfin, c'est une réaction normale d'un corps à un corps étranger. La deuxième, s'il n'arrive pas, il va essayer de l'encapsuler. Et la troisième étape, c'est l'étape de la cicatrisation, de la production du bon collagène et de l'intégration tissulaire. Et c'est ça qu'on appelle la guérison avec le patch, c'est-à-dire les tissus se reconstituent et le corps l'approprie. Bon, là, je vais passer vite. En gros, il y a quatre étapes d'inflammation que provoque n'importe quelle prothèse, même qu'on appelle naturelle, et ça, c'est quand même un corps étranger qui va provoquer une inflammation. Il y a l'inflammation aiguë, il y a l'inflammation chronique. Ensuite, il y a une réaction de type corps étranger et certaines formes de prothèses peuvent s'arrêter à cette étape-là, c'est-à-dire provoquer des réactions chroniques à un corps étranger. Et la quatrième étape, c'est enfin les fibroblastes qui arrivent à pénétrer la prothèse et qui arrivent à produire du bon collagène. C'est un tissu plutôt sain et élastique et qui n'est pas fibreux. Ce n'est pas la coque fibreuse encapsulante. Et le problème, c'est que ce processus peut prendre jusqu'à 12 semaines. Donc l'enjeu principal, en fait, ce n'est pas la solidité de la prothèse, parce que finalement, quand on dit que la récidive, souvent on dit patch disruption, ou en français on dit la prothèse a lâché. Et au fait, quand on se rend compte que la prothèse n'a jamais lâché, la prothèse elle reste intacte, personne n'a vu une prothèse déchirée en 2 ou en 3 lors d'une récidive. Donc la prothèse n'a pas lâché, les fils n'ont pas lâché, ils restent intacts, ils restent sur la prothèse ou sur l'autre côté. En fait, ce qui a lâché, c'est le corps humain. Donc le facteur principal, ce n'est pas la solidité de la prothèse, c'est l'intégration tissulaire. Et alors bon, je n'ai pas mis les graphiques des courbes de solidité. Il faut savoir qu'actuellement, les prothèses de Gore-Tex ont une résistance plus que nécessaire
à une personne humaine. C'est-à-dire que ça a été comparé avec des diaphragmes porcins. Bon, bien sûr, ce n'est pas tout à fait différent. Le Gore-Tex est plus solide que le porc en termes de résistance, mais en termes d'élasticité, c'est un peu moins. Mais en termes de solidité, le Gore-Tex, et d'ailleurs d'autres prothèses, c'est plus que nécessaire pour une espèce humaine. Donc l'intégration tissulaire et cette intégration biologique dépend bien sûr des caractéristiques du matériau lui-même. Est-ce qu'il est résorbable, est-ce qu'il n'est pas résorbable, et dépend de la densité du matériau. C'est-à-dire la densité, c'est la quantité c'est la quantité de la masse du corps étranger au millimètre carré. C'est-à-dire plus le matériau est ultra light, c'est parfait puisqu'il y aura moins de réactions au corps étranger parce qu'il y a moins de corps étranger. Et cette réaction au corps étranger, par contre, la solidité va en souffrir. Par contre, donc il y a des prothèses ultra light qui sont bien appréciées et les prothèses lourdes, très denses, ils provoquent des réactions au corps étranger plus importantes. Et donc la densité va avec la porosité, c'est-à-dire que plus la prothèse est poreuse, plus ça va favoriser l'intégration tissulaire. C'est-à-dire l'intégration tissulaire va se passer non pas par la prothèse, et c'est non pas par les fils qui attachent la prothèse, qui la fixent temporairement le temps que l'intégration ait lieu. La solidité de la prothèse va faire par l'intégration tissulaire par le corps, et c'est les cellules humaines qui pénètrent à l'intérieur de la prothèse pour l'intégrer à sa paroi. Donc c'est la porosité qui détermine l'intégration, et plus les pores sont... bon, ça c'est les structures. C'est pour que vous compreniez qu'il y a certaines prothèses qui ont différentes formes de tressage et d'autres, c'est des produits expansés qui ne sont pas tissés ni tressés. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle réticulé ou non réticulé. En fait, c'est qu'un amas de fibres avec plus ou moins des réticules. Donc voilà les macropores, les micropores. Les macropores, ils facilitent l'intégration tissulaire parce que les macropores permettent la pénétration des cellules immunitaires, des macrophages, des fibroblastes et de tout le reste qui va déjà combattre l'infection. Pourquoi combattre l'infection? Parce que là, c'est une photo de... Ça, c'est un monocyte, ça, c'est un macrophage et ça, c'est une globule rouge. Et en vert, ce sont les colis. Il faut comprendre que les bactéries sont plus petites que les cellules immunitaires. Au niveau de chirurgie, on comprend que fait, c'est les bactéries rentrent dans la prothèse, mais les pores sont trop petites et les cellules immunitaires ne peuvent pas suivre. La prothèse se défend moins bien contre l'infection parce que les cellules immunitaires n'ont pas pu la rattraper. Donc les prothèses microporeuses permettent parfois un taux d'infection plus élevé parce que les cellules humaines n'arrivent pas à suivre, qui n'arrivent pas à pénétrer dans les micropores. Par contre, toutes les prothèses macroporeuses pénètrent les cellules qui fabriquent les cellules immunitaires, les cellules de l'inflammation et les fibroblastes arrivent à pénétrer dans la prothèse, ce qui assure à long terme une meilleure intégration de cette prothèse. Alors, on définit que les micropores, c'est moins de 10 mm, enfin 10 microns, pardon. Donc, les différentes prothèses, bon, grossièrement, on peut les diviser en synthétiques, naturelles, les synthétiques ou l'association des deux, ce qu'on appelle les composites, des composites de nature non résorbable ou résorbable. Donc, je vais parler surtout... Alors, d'emblée, Tutoplast dura, c'est de la dure-mère du cadavre humain. Ça ne s'utilise plus depuis... on le voit toujours dans les articles, mais depuis Creutzfeldt-Jakob, ça fait 20 ans que ça n'existe plus au marché. Donc, je l'ai rayé, mais c'est vrai que ça apparaît toujours dans tous les articles. Donc, alors le problème, c'est que régulièrement, dans les comptes rendus, on a une confusion. Parfois, elle est marquée prothèse BTFE ou prothèse en téflon, ce qui n'est pas possible. Alors, la différence entre téflon et Gore-Tex. En fait, c'est à peu près la même chose, sauf que le téflon, c'est du PTFE, c'est du polytétrafluoroéthylène solide. C'est-à-dire la consistance du téflon, non, c'est comme les anciennes boules, les roulettes de souris. Donc c'est un plastique très solide. Le téflon, c'est une caractéristique principale, d'ailleurs qui a été inventée et qui est utilisée surtout dans l'industrie, dans la grosse industrie d'isolation, dans les câbles électriques haute tension. C'est un matériau qui est extrêmement dur, extrêmement solide,
qui résiste au rayonnement, à la radiation solaire, qui résiste aux UV, qui est absolument pas biodégradable. Donc, il fallait essayer des écolos dans la salle, je suis désolée. Mais le téflon, c'est un produit qui a une consistance de votre poil Tefal. Donc, et c'est ça le téflon ou le PTFE. Donc, il n'est pas bien de dire que la prothèse, c'est du PTFE. La prothèse, c'est de EPTFE, ce qui est absolument différent par rapport au PTFE. Alors, c'est un matériau très dense, très, très solide, et qui a comme propriété le fait qu'il est anti-adhérent, comme la poêle. Il ne glisse, il glisse. Il y a des vidéos avec des animaux qui n'adhèrent pas au téflon, donc qui tombent. Et donc cette propriété anti-adhérente est utilisée comme une des propriétés principales du PTFE. Ah oui, l'exemple des cathéters, les petits cathéters jaunes, en fait c'est ça le téflon, parce que du coup le sang glisse, c'est un matériau qui est hydrophobe, le sang glisse, il ne coagule pas, parce que justement il y a le coefficient de friction qui est très très bas, et ça reste solide et assez rigide parce que c'est du téflon. Alors, le EPTFE, c'est complètement différent. Le EPTFE, c'est du téflon expansé. Alors, ça a été inventé par M. Gore avec sa femme, qui, eux, travaillaient avant chez Teflon. Donc, il les a quittés. Et, en fait, c'est eux, et ensuite, c'est surtout leurs fils, qui ont pris le téflon et qui l'ont chauffé. Enfin, avant, ils essayaient simplement de le tirer, et chaque fois, ça se rompait. À un moment, ils l'ont chauffé très fort et le fils, Robert Gore, il a tiré très très fort et surtout très très vite. Et là, il a obtenu le EPTFE, ça s'appelle le téflon, le téflon expansé. Alors l'avantage, c'est que du coup, il gardait, parce que la structure c'était du téflon, il gardait toutes les propriétés physico-chimiques du téflon, mais par contre, il obtenait une structure poreuse qui était composée de 70% d'air, ce qui était très économique du point de vue fabrication, et surtout qui amenait des propriétés complètement différentes, ça veut dire la déformabilité, la souplesse, et qu'on pouvait former des tissus avec ça. Donc du coup, le EPTFE, ça veut dire le Gore-Tex, c'est ce qu'on utilise, ça marche comme une membrane semi-perméable, ça laisse passer certaines molécules d'air ou d'eau dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est utilisé comme les vêtements respirants mais imperméables, jusqu'à, en fait, ils étaient partie de la première mission NASA. Et le problème du Gore-Tex, c'est que chaque fois quand on a posé une prothèse en Gore-Tex, qu'il faut bien marquer quel type de Gore-Tex, quelle marque et quelle épaisseur. Parce qu'il y a Gore-Tex et Gore-Tex. Au fait, quand on tire sur le Gore-Tex, toutes les structures sont différentes parce que ça produit des pores avec des filaments et la porosité est définie par cette distance. Et cette distance est très variable. Donc, au fait, chaque Gore-Tex est différent en fonction des marques. Par exemple, le Gore-Tex Soft Tissue Patch, il a une porosité. Et quand on utilise le Gore-Tex Dual Mesh, et on n'a pas marqué parce qu'on se dit bah, c'est du Gore-Tex quand même. Ben non, la porosité est complètement différente. Donc du coup, les propriétés d'intégration tissulaire sont différentes. Donc on peut avoir... Et au fait, le fabricant, chaque fois, il produit un Gore-Tex avec une porosité plus ou moins importante en fonction du projet précis. C'est-à-dire le Gore-Tex de vos gants de ski, ce n'est pas le même Gore-Tex que celui du patch. La porosité n'est pas la même. Donc l'intégration, au fait finalement, quand on regarde sur papier, le Gore-Tex, ce n'est pas un matériau si génial que ça. Et pourtant on l'utilise, enfin on n'a que ça, parce que premièrement c'est un matériau qui a une densité importante, il est lourd, ça veut dire qu'il produit quand même beaucoup de réactions au corps étranger. Deuxièmement, c'est un matériau non seulement lourd, il est de base fabriqué avec des fibres qui sont de base anti-adhérentes, mais on arrive à avoir de l'adhérence et de l'intégration tissulaire grâce à la porosité de la prothèse. Enfin, plus ou moins importante, ça dépend quelle face. Donc, le Gore médical. Et il existe deux Gore-Tex officiellement, pour le moment. Il y a le Gore-Tex Soft Tissue Patch qui existe en deux épaisseurs nominales, 1 mm et 2 mm. Et il y a aussi le Gore Dual Mesh qui existe aussi en deux épaisseurs.
Donc la différence, l'avantage, parce que comme les fabricants et tout le monde savent que le Gore-Tex finalement c'est pas si adhérent que ça et que ça c'est plutôt une structure qu'on peut même utiliser comme une plaque anti-adhérence, ils ont inventé le Gore Dual Mesh justement en ayant une face qui est texturée où la porosité sur cette face elle est complètement différente et qui, la face texturée favorise l'intégration tissulaire sur le versant thoracique et la face lisse, c'est-à-dire la même que sur le Gore Tissue Patch, elle reste du côté abdominal pour ne pas créer trop d'adhérence. Attention, si au bloc opératoire on vous propose du Gore Dual Mesh Plus, parce que parfois on dit plus c'est bien, mais là non c'est pas bien parce que c'est interdit chez l'enfant, il y a deux agents antimicrobiens assez toxiques à l'intérieur. Donc c'est écrit noir sur blanc, pas chez l'enfant. Brièvement, les autres prothèses. Marlex, c'est des fibres de polypropylène. C'est un dérivé d'hydrocarbures. C'est des fibres qui sont tressées. Donc la structure n'est pas du tout expansée, ça dépend du tressage des fibres. Il y a eu différentes générations de Marlex. L'avantage, c'est que c'est un matériau qui est macroporeux, donc du coup l'intégration tissulaire elle est plutôt rapide et même très violente. C'est un matériau qui est hydrophobe, il s'intègre très vite. L'inconvénient, c'est qu'il est très rigide et surtout, il provoque énormément d'adhérence au viscère. Donc du coup, il faisait partie un petit peu des premiers patchs qui avaient plus ou moins un bon résultat. Actuellement, il existe dans une association plutôt convenable entre Gore-Tex, Marlex, c'est un patch composite qui a du Gore-Tex du côté abdominal et du Marlex du côté thoracique pour favoriser l'intégration tissulaire. Voilà, ça s'emploie. Après, il y a d'autres patchs avec du polypropylène, mais qui sont plutôt utilisés chez l'adulte avec les hernies de paroi. Il y a tout ce qui est Dacron, Prolène, Mercélène, Ultra Pro, Parietex. Enfin, c'est à peu près les mêmes. C'est du polyester. Alors, la différence, c'est peut-être mono ou multifilament. L'avantage de ce matériau, c'est qu'il est ultra léger. Il a des macropores, qu'il est hydrophile, qu'il s'intègre assez rapidement parce qu'il est macroporeux. Mais il a une fibrose assez intense et il a des réactions au corps étranger assez chroniques. Pareil, les adhérences au viscère sont importantes et surtout le problème principal, c'est qu'on a des doutes quant à la stabilité chimique de ce produit. Il n'est pas très inerte, il a tendance à se dégrader, comme les vêtements en polyester un peu pas chers. Bon, les matrices en collagène 3D. Il y a actuellement des matrices qui proviennent du derme du porc décellularisé. Il y a Permacol et Stratis, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est que Permacol, il est réticulé et le Stratis n'est pas réticulé, c'est-à-dire que c'est un traitement chimique un peu particulier pour rendre la prothèse plus solide. Et Alloderme, il provient du derme cadavérique, parfois humain. Alors le problème avec ces prothèses, c'est que c'est très prometteur, on a envie d'en mettre, mais pour le moment, la littérature, c'est zéro, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de chiffres. Les quelques case reports qu'on trouve dans la littérature pour utilisation, par exemple, de Alloderme, c'est soit des récidives sur des petites séries, soit quelques case reports sur quelques cas de hernie de diagnostic tardif ou de réparation après une récidive. On ne peut pas utiliser ça comme un gold standard. Voilà. Donc, oui, ça, c'était les prothèses qui viennent du derme. Et ça, c'est le 6. C'est un peu différent. C'est une prothèse qui n'est pas si mauvaise que ça. Il y en a qui continuent à l'utiliser, surtout pour renforcer le Gore-Tex existant ou renforcer une suture existante. C'est une matrice qui est dérivée de la sous-muqueuse intestinale du porc. L'avantage, c'est qu'elle n'a pas de provenance dermique, donc il y a moins d'élastane. Et quand il y a moins d'élastane, c'est une protéine qui reste longtemps dans les tissus et qui peut gêner un peu l'intégration tissulaire. Il y a une très bonne intégration tissulaire, voire trop bonne, puisque 90% du matériau se dégrade en environ 4 semaines. Et comme l'intégration tissulaire totale peut prendre jusqu'à 3 mois, bien sûr, ça ne convient pas pour une réparation d'une hernie diaphragmatique complète. Par contre, il y a encore des équipes qui mettent ça pour renforcer une suture déjà existante. Voilà. Alors, attention, ils ont changé, ils ont eu beaucoup trop de procès. Ce n'était pas à cause de nous, c'était à cause de la chirurgie pelvienne chez la femme. Depuis l'année dernière, il y a le 6, le Surgi 6, c'est le 6, c'est fini, il n'y en a plus sur le marché. Ils ont changé de nom, maintenant ça s'appelle Biodesign. Bon, c'est à peu près la même chose. Là, avant, ça c'est le Surgi 6, maintenant c'est le Biodesign.
Bon, ils ont quand même un peu modifié les propriétés. Maintenant, ils ont retiré... Enfin, il y a moins de lipides, enfin, le conditionnement il est un peu différent, mais en gros c'est à peu près la même chose, mais avec couleurs différentes et des trous différents. Mais donc sachez que Biodesign c'est la même chose que sur G6. Des douleurs chroniques, au fait, tous les labos de prothèses, ils ont à peu près 20 millions par an de procès concernant les différents échecs de cures de hernie, des cures de l'incontinence par voie transvaginale. Et alors, paraît-il que c'est même prévu dans le budget des laboratoires de... Non, 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 non. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment pas nous. C'est vraiment pas de notre domaine, les procès. Ah. Ah oui, oui, c'est... Mais... Stratis, je crois qu'ils ont même fermé. Je crois que Stratis en France, elle a même fermé toutes les boutiques. Par contre, ça ne veut pas dire que toutes les matrices sont mauvaises, parce qu'il y a quand même des petites matrices qui sont utilisées toujours avec succès en ORL pour les fentes. C'est des tout petits patchs, c'est tout petits tissus. Je pense qu'il y a des indications qui sont bonnes et que c'est un bon élément dans le marché au bloc opératoire. Mais remplacer une paroi entière diaphragmatique... Voilà, c'est pas du tout mettre un petit patch pour renforcer déjà quelque chose d'existant. Donc un générique tissulaire, bon, donc l'enjeu c'est, bon, c'est pas pour tout de suite. Le gros problème c'est la vascularisation et bien sûr l'énervation si on imagine de fabriquer un tissu musculaire. Le problème c'est comment diriger les cellules in vitro et in vivo. Il y a de nombreuses recherches en cours pour différents supports. Le problème c'est toujours pour les cellules, d'où faire venir une telle quantité de cellules parce que les recherches sont menées avec des toutes petites quantités de cellules. Alors si un jour on essaie de fabriquer ça de manière industrielle, d'où on aura toutes ces quantités de cellules? Est-ce que ce sera des cellules souches amniotiques? Bien sûr, il y aura des problèmes éthiques et religieux. Et pareil, le problème, c'est comme toute fabrication sur mesure, ça n'a rien à voir avec la production industrielle. Donc il y aura toujours des problèmes de la taille, de la disponibilité. Pareil, on prépare un patch pour un enfant dont on ne connaît pas la taille du défect. On ne sait pas si c'est un enfant qui survivra ou pas. Donc il y aura aussi des problèmes financiers avec ces voies qui sont pourtant prometteurs. Donc ça, c'est une des publications récentes qu'ils ont quand même publiées dans Biomatériaux. C'est Impact Factor, je crois, 9. C'est juste pour dire où on en est. C'est un biopatch qui était obtenu par impression 3D de cellules sans aucun support, qui l'ont fait sous forme circulaire. Donc c'est un tube qu'ils coupent en deux pour obtenir un petit carré. Alors, ils ont acheté des fibroblastes humains. Ils ont acheté des cellules endothéliales du cordon ombilical. Ils ont fait l'impression 3D de toutes ces cellules. Ils l'ont implanté dans 5 rats. 5 rats et ils les ont observés pendant 710 jours, ce qui est un très bon résultat parce que généralement dans ingénierie on a des résultats, oui on a essayé sur 3 souriceaux et on a des bons résultats à 3 semaines, génial. Donc là 710 jours c'est bien et surtout les résultats sont très prometteurs avec intégration tissulaire complète et repousse musculaire, vasculaire et même neuronale. Ça mérite. Je l'ai aussi dans mes full textes. Voilà. Après, c'est marrant parce que quand ils cousent, ils font un tout petit trou sur le diaphragme. Donc là, on est loin du tout. Enfin, on est vraiment loin des remplacements, des grands remplacements de diaphragme. Mais c'est prometteur. Il ne faut pas dire non. La conclusion, c'est qu'à ce jour, malheureusement, il n'existe aucun matériau, aucune prothèse conçue spécifiquement pour la hernie diaphragmatique. Donc, faute de quoi, on utilise le Gore-Tex ou Gore-Tex Dual Mesh. Pour le moment, c'est tout ce qu'on a. C'est le seul qui a un effet d'expérience accumulée avec des années et qu'on connaît l'utilisation et la technique. Même s'il n'est pas idéal dans tous les sens du terme, mais c'est celui qu'on maîtrise le mieux et c'est celui qui apporte les meilleurs résultats.
Je voulais faire connaissance du Gore-Tex Dual Mesh par justement, si vous avez bien compris, les enjeux de l'intégration d'une prothèse. Le fait d'avoir une face rugueuse sur le côté thoracique augmente l'intégration tissulaire d'une prothèse. Et pas pour faire la publicité, Flake en Philadelphie, Gore-Tex Dual Mesh, Mannheim, Gore-Tex Dual Mesh. Même technique et même résultat en récidive. Enfin, et d'autres équipes, Strasbourg. Voilà, Marseille. Voilà, donc là, c'est la photo que tout le monde montre quand on parle des patchs oversized et sans tension. Donc, bon, je montrerai l'article pour dire que finalement, peut-être, cette photo, cette radio, il faut la regarder différemment. Donc, voilà, c'est ce qu'on pense, que pourquoi les plaques plates sont mauvaises et pourquoi les plaques coniques sont bonnes, parce qu'elles sont faites en cône ou en dôme. Alors, les avantages qu'on évoque quand on parle des bons résultats des patchs, ce qu'on appelle oversized. Alors, on dit, alors attention, j'ai rien mis en gras parce que rien n'est prouvé, sauf le taux de récidive. Tout ce qu'on dit, c'est que des suppositions des chirurgiens, mais on sent qu'on a raison, mais on n'arrive pas à le prouver. Bon, premièrement, on dit qu'il y a une forme plus physiologique. Bon, la radio, ça a l'air plus naturel, comme on dit. On augmente la capacité abdominale et on diminue l'hyperpression abdominale. Donc c'est pratique pour la fermeture et pour la perfusion des organes intra-abdominaux. On diminue la tension diaphragmatique. C'est bien, mais personne ne l'a jamais mesuré. On diminue le volume thoracique. Donc quelque part, on prévient une réexpansion trop rapide d'un poumon hypoplasique. Et ensuite, on évoque aussi le fait que, comme il y a une coupole, puisque le diaphragme, par définition, c'est une coupole, qu'on place l'estomac dans sa position un peu plus normale et non pas médiane. Et du coup, on remet un petit peu l'angle de His, ce qui fait penser que peut-être on aura moins de reflux. Pas de preuve dans la littérature, mais c'est ce que tout le monde pense. Alors, certaines équipes utilisent double rangée de fils. C'est surtout l'équipe de Mannheim, ils font la double rangée. Ils pensent que, avec un petit overlap de 1 cm, ils pensent qu'il y a plus de sécurité comme ça. Mais surtout, toutes les équipes qui ont rapporté cette technique de manière standardisée, c'est-à-dire que toute l'équipe a un protocole précis de faire comme ça, et que c'est une prothèse oversized, et finalement, ils ont un taux de récidive très faible. Et par contre, les deux équipes, et Mannheim et de Schopp, ils rapportent quand même que pour les déformations thoraciques, c'est pareil. Finalement, c'est des grands défects, c'est des poumons hypoplasiques. Ils ont le même taux de déformation thoracique et de prothèse. Ça n'a pas du tout diminué l'importance de déformation thoracique. Mais par contre, on arrive à un taux de récidive qui se rapproche pratiquement de la chirurgie sans patch. C'est-à-dire autour de 5%. Alors, le problème, c'est que, voilà, comment on fait, quelle taille choisir, quel volume apporter, où, en haut, en bas. Bon, on n'est pas des très grands géomètres, donc je ne vais pas vous faire les formules. En gros, pour faire simple, il y a globalement 3 prothèses oversize décrites dans la littérature. Il y a le cône, il y a le dôme, et il y a ce que j'appelle l'autre dôme, parce qu'au fait c'est un trapèze, mais comme les chirurgiens ne sont vraiment pas des géomètres, ils appellent ça aussi un dôme. Pour plicaturer, généralement les cônes sont préfabriqués avant la pose. Avec les cônes, il y a une seule rangée, il y a un seul pli, mais un gros pli sur un bord. Et ensuite on implante la prothèse. Pour un dôme, au lieu de faire un gros pli, ça c'est la technique de Saxena et de Flake qui font 2 plis. Donc du coup ça permet de diminuer un petit peu l'effet de volume mort un petit peu sur la pointe du cône, et d'après les auteurs ça permet d'agrandir un petit peu la base d'implantation, le diamètre basal du patch. Donc il y a 2 petites sutures, enfin 2 moyennes sutures à la place d'une grande. Et les vrais patchs en dôme, un dôme ça veut dire que c'est issu d'un demi-cercle, le patch est froncé. Là, c'est les bonnes couturières, ils aiment faire ça. C'est-à-dire qu'à chaque pas, il y a un petit pas de triche qui fait froncer les bords pour aboutir à un dôme. Donc il y a plus de sutures à faire et c'est fait pendant l'implantation. Donc voilà les 3 techniques. Je ne sais pas qui utilise quoi. Cône. Okay.
Donc attention, enfin, le dôme au milieu, en fait, ça s'appelle un dôme alors que ce n'est pas un dôme. Donc parfois, il faut bien lire, quand ils disent dome shaped, il faut bien lire la technique avant de comprendre que c'est. Donc le cône, bon, c'est ce qui est utilisé à Mannheim. Là, pourtant, on ne sait pas comment... les détails techniques, c'est rare qu'on les a dans les articles. La première description du cône remonte à 84. Et Bax et Collins, il a dit que bon, le sommet du cône devrait remonter au 6e espace. Facile à voir, à se repérer, bien sûr. Alors, l'équipe de Mannheim, qui utilise Dual Mesh, il dit que le bord du cône fait à peu près 4,5 cm. Alors, il marque une formule une seule fois dans l'article, mais il ne revient plus jamais, je ne sais pas d'où il sort. Il dit que bon, ce volume peut être calculé, que le diamètre du defect plus 2 divisé par 1,41. Bon, apparemment, lui-même, il n'utilise pas cette formule, puisque... Voilà. Et globalement, il dit qu'il faut apporter... le patch apporte à peu près 20 ml de volume de plus. En moyenne, c'est pour avoir une orientation. Voilà, mais peut-être 20, c'est peut-être pas, c'est peut-être 30, c'est mieux. Enfin, ça dépend de. Voilà, donc il conseille d'avoir 20 ml de plus à apporter au côté thoracique. Eux, ils constatent 1 sur 33, enfin actuellement c'est 2 sur 34, mais à l'époque, quand il a publié, c'était comme ça. Donc entre 3 et 5% de récidive. Et toute l'équipe a fait une technique standardisée de patch. Et eux, ils font la double rangée de fils, c'est-à-dire ils font une première rangée, et ensuite ils font un overlap de 1 cm, et ils renforcent avec d'autres points, enfin, plus espacés, mais ils font, comme dans d'autres prothèses, ils font un débord de 1 cm quand ils peuvent. Ils utilisent les fils non résorbables monofilaments, et bien sûr le double ancrage, c'est la double périphérie de fil. Et pour le dôme, celui qui en a rapporté le plus, c'est l'équipe de Flake, avec 99 prothèses, 5% de récidive, et pareil, dual mesh, le dôme, du coup formé pendant la pose, les points U, il fait le point d'ancrage costal, et lui aussi, il fait un débord de 1 cm quand possible. Donc il a des taux de récidive, lui aussi, quand il se compare à une autre étude, justement, à Mannheim, il s'est comparé aussi à l'équipe de Rotterdam, ils se sont dit que il fait finalement, avec Rotterdam, c'est différent, alors qu'à Mannheim, c'est pareil. Et la seule chose qu'ils ont en commun avec Mannheim, c'est justement ces patchs oversized. Alors, donc les facteurs clés, c'est, bon, bien sûr, pour nous, tous chirurgiens, il y en a des chirurgiens jeunes, il y en a d'autres qui sont expérimentés. La dissection, ça a l'air évident, mais parfois, pour certains chirurgiens, la dissection de la berge inférieure peut être plus ou moins facile à voir, surtout par voie thoracique ou thoracoscopique. Parfois, il y a des jeunes chirurgiens qui peuvent ne pas bien inciser le péritoine. On peut croire, parce qu'au fait, comme la berge elle est repliée vers le versant abdominal, quand on arrive par la voie thoracique, on peut ne pas bien la voir. Et donc il faut bien disséquer, bien identifier où il y a des berges, où il n'y a pas de berge, même si parfois il y a une berge cachée. Donc il faut bien choisir le matériau. Donc actuellement, le gold standard, c'est le Gore-Tex ou le Gore-Tex Dual Mesh. Donc les différents ancrages, donc ça veut dire les fils qu'on utilise, quel type de fil on utilise. Donc la prothèse va aussi lutter contre l'infection, donc il faut travailler dans des conditions, on va dire d'asepsie, parce qu'on n'est jamais stérile, mais au moins d'asepsie idéale. Bien sûr, il faut choisir quelle forme et quelle tension on applique à cette prothèse. Il faut compter le fait que ce n'est pas une prothèse pariétale de l'adulte, c'est un enfant qui va grandir. Donc il faut prendre en compte le facteur croissance et compter au mieux sur l'intégration tissulaire. Et jamais on pourra évaluer les prothèses sans le suivi à long terme, parce que les résultats à long terme, c'est ça qui va nous faire décider de choisir une telle ou telle prothèse. Et bon, il y a aussi d'autres facteurs accessoires, c'est que la prothèse, il faut qu'elle soit possiblement produite de manière industrielle, c'est pas très cher et disponible. Donc, bon, et pour finir, donc, le questionnaire national, je vais aller un peu plus vite. On rentrait dans le questionnaire a été envoyé aux chirurgiens par mail. On rentrait dans le questionnaire en cochant « J'opère les hernies diaphragmatiques » et je suis d'accord pour répondre à ce questionnaire. Ce questionnaire a été recueilli de manière anonyme et à ce jour, on a reçu 50
en fait 55, mais en fait j'ai fait les statistiques que sur 54 parce qu'il y a une réponse que j'ai reçue il y a pas très longtemps. Donc la démographie dans notre groupe, on dit que souvent il y a beaucoup de femmes en chirurgie pédiatrique, mais là on est pratiquement à la parité. Donc femmes 54%, hommes 46%. Répartition des âges, donc 30-40 ans, 45, plus de 50, assez équilibré. Donc le statut, 72% des praticiens hospitaliers, seulement 6% des assistants qui ont répondu à ce questionnaire, 8% des praticiens contractuels, 7% de MCUPH et 7% de PEPH. En chirurgie pédiatrique, 80% des personnes travaillent à temps plein. Il n'y a que 6 personnes qui travaillent à temps partiel, dont 5 femmes et 1 homme, et la moyenne est de 60%. Il varie entre 30 et 90% pour le temps partiel. La taille des équipes. Alors, dans une équipe moyenne française, il y a 5,6 chirurgiens. Alors, il faut quand même voir que la répartition de la courbe de l'histogramme n'est pas normale. C'est-à-dire que quand même les équipes ils tendent plutôt vers le versant moins de 5 que plus de 6. Donc la moyenne se situe à peu près là. Donc la médiane, elle est 5 d'ailleurs. Quels sont les types de patchs utilisés actuellement? C'est la question. Donc Gore-Tex 1 mm ici, 2 mm. Dual mesh, Dacron, 1 personne a coché, 6 personnes ont coché lambeau musculaire, 1 personne a coché qu'elle arrive toujours à fermer sans prothèse ni lambeau, et 1 personne, c'était un jeune assistant qui a marqué que sincèrement, et c'est pas parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience. Alors attention quand même que pour Gore-Tex Dual Mesh, il y a eu 3 mauvaises réponses parmi les personnes qui ont, j'arrive pas à les localiser, les personnes qui ont répondu. Il y a 1 personne qui a inversé les faces, c'est-à-dire elle mettait la face texture côté abdominal et la face lisse côté thoracique. Et 2 personnes qui marquaient j'utilise le Gore-Tex Dual Mesh et qui cochaient je ne fais pas attention aux faces de Gore-Tex, enfin aux faces de Dual Mesh. Et ces autres personnes ont eu la bonne réponse. Voilà les facteurs qui sont jugés importants par la communauté chirurgicale comme facteurs de propriété de la prothèse. Un premier, c'était la résistance, et la deuxième, c'était non-adhérence. Et seulement un troisième, l'intégration tissulaire. Alors que normalement, l'intégration tissulaire devrait être un premier. Mais c'est vrai que la résistance, ça fait penser à une récidive, et la non-adhérence, ça fait penser à une occlusion sur bride, donc peut-être ça fait peur. Qu'est-ce qu'on utilise comme fil? Alors là, c'était marrant parce que 81% des personnes ont répondu fil tressé synthétique. Alors, personne n'a lu la notice de Gore-Tex. Ça fait 2 pages. Et c'est écrit noir sur blanc, fil, non résorbable, ça c'est du 100% réponse, mais par contre c'est écrit noir sur blanc qu'il faut utiliser le fil non résorbable et qu'il faut utiliser le fil synthétique monobrin, c'est-à-dire éthylon par exemple, mais pas mère suture. C'est ce qui est recommandé par le fabricant. Et c'est ce qu'ils utilisent à Mannheim et c'est ce qu'ils utilisent. Enfin, c'est des détails peut-être, mais c'est les seuls maniaques qui reportent un taux faible de récidive. Ils décrivent très bien leur technique de pose et il est standardisé dans toute l'équipe. Donc, le fil. Donc là, pour le fil, on a globalement plutôt mauvaise réponse. Donc, on devrait, si on utilise le Gore-Tex, on devrait utiliser le fil monobrin synthétique. Bon, le fil naturel soit, voilà, et des autres n'ont pas répondu. 63% personnes ont eu, 33% séparés, ça c'est votre choix. Pledget, le plus souvent plutôt non, 30% oui. Et la taille du fil, ça c'est au choix de chaque chirurgien, je pense c'est surtout du 3-0, parfois du 4-0 et plus rarement du 2-0. Donc votre technique de pose actuelle, 41% marquent que la taille de la prothèse comble le défect. Et seulement 41% disent qu'ils font la prothèse oversized en dôme. 9% en cône et 9% ont préféré ne pas répondre ou bien ont marqué d'autres commentaires. Donc,
Alors, quand le défect est difficilement fermable d'emblée. En laparotomie, dès que le défect est difficilement fermable, c'est facile, 81% tout de suite, un petit patch, facile. Par contre, 17% encore préfèrent, même si c'est sous tension, faire une fermeture primitive. À débattre, mais c'est vrai que dans les recommandations actuelles, régulièrement, parfois on dit que bon, les patchs avec une bonne intégration tissulaire, vaut mieux parfois faire un petit patch qu'une suture avec, même naturelle avec trop de tension. Par contre, en thoracoscopie, la même question, l'attitude est différente. Oui, pour commencer, 40% ne pratiquent pas la thoracoscopie. Et parmi ceux qui restent, c'est-à-dire ceux qui pratiquent, c'est moitié-moitié à peu près. Il y en a 33 qui convertissent d'emblée en chirurgie ouverte. Il y en a 24 qui tentent quand même la prothèse en thoracoscopie. Et il y a 4% qui ne veulent pas répondre, mais qui pratiquent la thoracoscopie. Et là, bon, je ne sais pas si ça va être clair, c'est assez intéressant. C'est la question, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en thoracotomie, laparoscopie, premier opérateur? Est-ce que j'aide les juniors? Est-ce que je me fais aider ou bien je ne pratique pas cette technique? Là, la première ligne représente la laparotomie. Donc, c'est classé un peu par expérience. Ça veut dire en jaune, c'est je me fais aider, ça veut dire faible expérience dans cette technique. En bleu, je suis premier opérateur, ça veut dire j'opère, moi tout seul. En vert, c'est ceux qui sont très à l'aise dans la technique et qui assistent les juniors pour les former. Et en gris, c'est ceux qui ne font pas du tout cette technique. Et, voilà. Donc on voit quand même que la laparotomie, dans les deux, ça reste le gold standard, que ce soit avec patch ou sans patch. Et c'est la seule technique qui permet de former le plus de personnes. C'est-à-dire que la bande verte est importante. Et la bande jaune est faible, ça reflète un bon niveau d'expérience dans cette technique. Ça veut dire c'est pour ça que ça reste un gold standard. Ça veut dire que non seulement on la maîtrise facilement, mais en plus on peut former les autres. Bon, avec le patch, c'est un petit peu différent, mais globalement, c'est pareil. Là, tout de suite, bon, la thoracotomie, la laparoscopie, je vous laisse les diapos, je parlais surtout de la thoracoscopie. Là, tout de suite, entre laparotomie et thoracoscopie, on ampute toute la partie grise, c'est-à-dire c'est les personnes dans la même communauté qui ne pratiquent pas cette technique. Et le profil devient clairement différent. Alors, je vais le montrer un peu plus comme ça. Et là, il y a une différence significative entre l'attitude, enfin, le profil d'attitude chirurgicale. C'est-à-dire, si on compare sans patch, l'attitude entre laparotomie et la thoracoscopie est différente. C'est-à-dire, dans la laparotomie, il y a moins de personnes en formation. Enfin, il y a moins de personnes pas à l'aise. Il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent former les juniors. Et en thoracoscopie, le pourcentage des personnes qui nécessitent une aide parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans cette technique est plus importante. Et par contre, le pourcentage de personnes qui aident les autres chirurgiens plus juniors est plus faible. Donc, et le P, il était clairement significatif entre deux techniques. Par contre, une fois que le patch apparaît, il n'y a plus de différence significative, mais qui est probablement due au fait qu'à peu près 50% ont converti tout simplement et qui ont déserté le domaine de la thoracoscopie en cas de nécessité de poser un patch. Bon, la cicatrice pour les laparotomies néonatales est surtout 59% de laparotomie transverse, 37% sous-costale et il y a 4% de médiane sous-ombilicale. Alors actuellement, il y a 41% qui mettent toujours les plaques et 23% parfois. Il y a une question qui était invalidée parce que c'était marqué oui parfois, mais c'est du Vicryl. Il y a quand même 25% qui ne posent jamais de plaque anti-adhérence. Alors le consensus dans l'équipe concernant la pose des prothèses. Il n'y a que 15% qui annoncent officiellement que oui, il y a un consensus clair. Il y a un consensus dans l'équipe pour les poses de prothèses. 66% disent que bon, il n'y a pas de consensus officiel, il n'y a pas de protocole officiel du service, mais globalement, on fait tous pareil dans l'équipe. C'est bien, mais bon, c'est mieux que... Et n'empêche qu'il y a 15% qui, non seulement il n'y a pas de consensus dans l'équipe, mais en plus, les techniques sont différentes selon les opérateurs. Et dans 4% des cas, c'est pire, ben, ils ne savent pas comment font les autres dans leur équipe. Et
Donc ça, c'est pour le consensus dans l'équipe. Et pour sa propre technique, 63% qui déclarent quand même qu'ils ont modifié leur technique au cours du temps. Hein, qu'ils ont adopté le principe de patch oversized et sans tension. Le nombre d'hernies opérées par an dans le centre. Bon, là, il y a eu pareil quelques réponses invalides parce que quand on écrit 999, j'ai invalidé cette réponse. Et quand on écrit je ne sais pas, je demanderai à Anne. Pareil, je n'ai pas pu valider la réponse. Donc, la moyenne de hernies déclarées opérées par centre, c'est autour de 8. Apparaît avec la courbe qui tend plutôt vers les chiffres plus petits. La distorsion se fait plutôt vers les centres plus petits que vers les chiffres autour de 10-15 hernies. Et le nombre de hernies opérées par an par personne, enfin par chirurgien, une réponse a été invalidée, je ne sais plus pourquoi, c'est autour de 3 hernies par an. Voilà. Donc la conclusion, c'est que, bon, certes, il est très important pour tous les chirurgiens de bien connaître les propriétés des prothèses pour comprendre pourquoi on met telle ou telle prothèse, comment résister parfois à certains fabricants de prothèses qui essayent de nous vendre parfois leurs produits. Actuellement, ça ne veut pas dire que c'est un produit idéal, pas du tout. Mais actuellement, le gold standard dans lequel on a le plus d'expérience et dont les résultats sont les plus prévisibles, c'est le Gore-Tex. Et la recommandation actuelle, c'est de faire plutôt les patchs tension free oversized. En France, les techniques elles restent variables entre les différents chirurgiens. Et il est important, mais primordial, de décrire précisément non seulement le grade du défect dans le compte-rendu opératoire, mais aussi quel est le patch posé. C'est-à-dire le nom, la marque, l'épaisseur, enfin avoir le plus d'informations sur les patchs. Disons que patch habituel, il ne faut pas que ça figure dans un compte-rendu opératoire d'une personne qui opère régulièrement les hernies diaphragmatiques. Donc bien sûr, au niveau national, on fera des recommandations, mais au niveau local, c'est surtout là que la précision agit, parce que c'est là où on peut élaborer des consensus d'équipe ou des véritables protocoles écrits. Et pour des grands paresseux, il y a un petit générateur de compte-rendu opératoire pour les hernies diaphragmatiques. Donc ça permet, voilà, enfin, c'est vrai que parfois on est fatigué, parfois on a opéré, c'était le week-end, parfois elle était dimanche, bon, la nuit c'est rare qu'on opère une hernie. Et finalement, comme on court tous dans tous les sens, il est parfois laborieux de faire un compte-rendu opératoire long, précis, détaillé. Donc avec ça, vous cochez juste les cases, au moins vous êtes certain de rien oublier. Il y a aussi suffisamment de zones de texte libre, comme ça chacun pourra éventuellement mettre tout ce qui ne peut ne pas rentrer éventuellement dans les cases, ou mettre ses formules ou des phrases préférées pour dire telle ou telle chose. Donc il y a une structure logique, mais il y a aussi des zones assez libres. À la fin, une fois que le texte est généré, vous le faites le copier-coller et vous l'utilisez dans vos comptes rendus. Vous êtes entièrement responsable des fautes d'orthographe ou de fautes de frappe. Donc il faut relire quand même ce que ça fabrique. Donc ça ne corrige pas les fautes de frappe, enfin les fautes d'orthographe automatiquement. Voilà, merci. Ce qui me paraissait intéressant dans ce que tu nous as montré, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est de pratique courante, c'est de rajouter une deuxième rangée de fils à l'extérieur. Est-ce que c'est un moyen de prévenir les récidives et est-ce que c'est quelque chose qui est fait régulièrement? Non, pas du tout régulièrement. Le plus souvent, d'ailleurs, ce n'est pas fait, à part l'équipe de Mannheim qui le fait. Je ne connais pas d'autres équipes qui le font, mais l'équipe de Mannheim en soi, ça peut faire plusieurs équipes. Mais il y a des raisons pour ne pas faire ce type de... Alors, oui. Attendez, je vous apporte le micro. Techniquement, c'est un petit peu délicat d'être favorable puisque chaque point de suture fait un point de nécrose, donc un point d'ischémie. Donc, si on met 2 fois plus de points de nécrose et de points d'ischémie, j'ai envie de dire qu'il y a 2 fois plus de désinsertion. C'est vrai qu'on ne sait pas, on sait que l'équipe de Mannheim utilise ça. Ils pensent que c'est une sécurité en plus, mais c'est vrai que c'est une inflammation en plus, c'est du corps étranger en plus. Après, pour tout ce qui est prothèses et intégration des prothèses,
faire un overlap de 1 cm par rapport aux berges du défect, ce n'est pas si inaberrant que ça. Généralement, toutes les prothèses, que ce soit naturelles ou biologiques, conseillent un petit overlap. Oui. Bien sûr, donc il y a un problème de contenant et de contenu. Si on se contente de l'analyse de la déformation thoracique sans essayer de la quantifier, ce n'est pas la plaque qui fera la différence, Non. parce qu'encore une fois, une partie de cette déformation est due à l'hypoplasie pulmonaire. C'est vrai qu'au départ, ils pensaient que ça allait diminuer le nombre de déformations. On disait que oui, la prothèse, elle tire beaucoup sur le diaphragme, mais en fait, pas du tout. C'est exactement le même taux assez élevé de déformation thoracique. Enfin, il y a plus de déformation thoracique que de scoliose, mais quand même, ils arrivent à 50% de petites déformations thoraciques. Non, c'est pas pareil. Mais quand on mélange tout, ils sont presque à la moitié. Mais diaphragmatique sur le T2. Ouais. Et ça, c'est voilà. Bon, donc ça veut dire qu'on peut mettre on peut avoir plus de prothèses ou de diaphragme, mais à un moment, il faut qu'on ait parfois un peu plus de poumons. Voilà. Je crois que quand on peut fermer, il ne faut pas hésiter à fermer directement quand même. Enfin, oui, les prothèses, c'est bien. Voilà, on fait des cônes, des dômes. Bon, ok, mais je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on soit trop laxiste et que quand on peut fermer un diaphragme, même avec une petite tension. Oui, c'est vrai qu'il y a des berges musculaires partout. Enfin, tout le monde tire un peu et on le sait. Voilà. Non, mais je pense que c'est un message à passer aux plus jeunes, parce que sinon, ils vont mettre des plaques à tous. Donc, oui, d'ailleurs, dans le compte-rendu, il y a les grades de défect, c'est très facile à ne pas se tromper. Le premier grade, c'est le grade A, c'est toutes les berges musculaires sont présentes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune berge, il manque une berge musculaire. Le dernier, c'est pas du tout du diaphragme, c'est une aplasie. C'est surtout difficile de se tromper entre le B et le C. Dans le B, c'est moins de 50%. Dans le B, c'est moins de 50% du défect de surface en défect. Et dans le C, c'est plus de 50%, mais moins de... Enfin, c'est pas la totalité. Donc, c'est surtout entre le B et le C que la confusion peut être faite. La deuxième chose... mais attention, ça vous grade A, B et C, D, ça va ensemble. Donc, bien comprendre le B et le C, c'est important. Quand on remplit les comptes rendus opératoires, je pense que c'est important aussi de dire où on met l'anti-adhérent pour ceux qui l'utilisent. Parce que si on veut sortir un jour un papier sur le nombre d'occlusions qui est en diminution, nous on a vu qu'on a commencé par sous la paroi, maintenant on fait sous la plaque et sous la paroi, et entre sous la plaque et la paroi, ça change aussi. Oui. Donc je pense que c'est important de le spécifier, parce que si on met juste sous la paroi, on n'aura pas, à mon avis, d'aussi bons résultats que si on met sous la plaque aussi. Et donc c'est bien de pouvoir... voilà, là, j'avoue que je passe cet item, j'ai juste utilisation oui ou non de plaque anti-adhérence. Alors, moi, au début aussi, je voulais bien les mettre, ces Céprafilm, avec la technique, le papier sur le compresse sur papier. C'était, à la limite, la cure de hernie diaphragmatique, ça va, mais alors la pose de Céprafilm... Non, mais je pense, moi qui en utilise beaucoup et pour nombreux patients, j'ai arrêté le truc entre les deux plaques, là, ouais. Parce que quand on enlève les deux plaques, ça part avec. Donc, je pense qu'il faut avoir des instruments très secs. Il faut l'utiliser tout de suite quand vous la sortez, ou avec les doigts, avec les gants secs, et la poser très vite. Et elle ne se casse pas quand vous la posez très vite. Alors, et après, une compresse humide. Et, voilà, je trouve que c'est de plus en plus facile. Alors, là, pareil, ce n'est pas une étude de littérature, c'est à propos d'un cas. Un enfant opéré d'une hernie diaphragmatique, repris pour un syndrome du compartiment abdominal, pour une... suspicion, enfin, en fait, il n'y en avait pas, mais les réa insistaient beaucoup. Et on a quand même décidé d'ouvrir le ventre à H12 après l'opération, avec patch et pose de Céprafilm. Donc, pose de Céprafilm très soigneuse. Hein. Un petit carré par là, un petit carré par là, tout bien. Reprise dans le ventre
il y avait réparti uniformément partout une gelée de groseille. Mais partout, dans tous les endroits, dans tous les interstices. Donc, je sais pas, Ça est-ce que évite les adhérences sur tout le grêle. Donc, je ne sais Fantastique. pas si essayer de bien le mettre, peut-être ça se dissout finalement dans le péritoine un peu partout et ça se répartit uniformément. Donc, et du coup, depuis cet épisode, je m'implique un peu moins dans la disposition exacte. Il faut le mettre. Moi, je mets plusieurs couches maintenant. C'est pas une question, mais je te trouve trop pessimiste sur la génie tissulaire. À Liverpool, on a posé la question clairement. Les Japonais comptent très bien commencer dans 1 an ou 2 de prélever des cellules chez le bébé et de lui faire son greffon. Non seulement pour dire que je trouve qu'on a beaucoup de recherches en France dans le domaine de la hernie, mais pas beaucoup dans le domaine de la bioengineering. Et je trouve que vraiment l'avenir est quand même très prometteur dans ce domaine. C'est vrai que c'est un avenir. C'est vrai que l'équipe qui a sorti les patchs 3D, ils comptent passer à l'utilisation humaine, d'ailleurs assez rapidement, et pas seulement pour les hernies diaphragmatiques. Je pense que ce n'est pas l'hernie diaphragmatique qui fera le plus gros marché de ce laboratoire. Ils essaient de l'utiliser dans plein d'autres domaines, dans la réparation d'autres défects de vessie, d'extrophie, intestinaux. Ils essaient de développer plein d'autres tissus par ingénierie. C'est l'avenir. Mais le problème, c'est que même s'il passe en production en test humain dans quelques années, mais même assez rapidement, je ne sais pas à quel coût et quand est-ce qu'on aura une production industrielle de ce produit. C'est simplement ça. Je ne sais pas du tout. C'est une technique que le labo a possédée, c'est sur les cellules du patient que tu vas pratiquer au labo. Il n'y a pas, tu n'achètes rien. C'est de la bioengineering à partir de muqueuses que tu prends chez le bébé. Oui, donc on prélève, parce qu'il y a la myosynthèse. Il y a la myosynthèse qui est régulièrement pratiquée. Donc, non, pour les prénataux, par exemple, on peut récupérer les cellules à partir de cellules souches amniotiques. Le temps, il n'y a rien à ajouter, mais le temps de fabriquer la prothèse, si l'enfant ne survit pas. Enfin, je suis désolée pour la question. Mais... Tu l'opères sur une prothèse et avant la récidive, tu mets ton greffon. Oui, je ne suis pas pessimiste, c'est que je pense que pour le moment, dans les 10 prochaines années, on n'aura pas un usage courant. Voilà. Peut-être que... Merci Julia, merci à tous. On va passer maintenant à 4 exposés sur les travaux.